Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette session sur les startups à impact qui impulsent le changement. Donc vous allez avoir un petit temps de découverte de ces projets qu'on va vous présenter cet après-midi. Merci à ceux qui sont connectés en ligne aussi et qui nous écoutent en parallèle. Donc vous allez voir, il y a une petite slide qui va présenter les différents animateurs intervenants. On va pouvoir la passer pour les personnes en ligne et puis pour les personnes présentes. Pour information sur cette session, ça devait être Vincent Hédin qui devait l'animer, mais comme il anime aussi la plénière d'après et qu'il n'était pas très en forme, il va garder un petit peu des forces, donc je le remplace au pied levé. Il faudra être indulgent, du coup, j'espère que que j'arriverai quand même à peu près à rendre un résultat acceptable. Je ne suis pas Vincent, désolée. Voilà. Donc vous apercevez les différentes startups qui vont vous être présentées aujourd'hui. Peut-être vous reposer le contexte en quelques mots. Moi je suis Marie Tournier et je travaille sur le forum, sur la partie programmation. Et donc j'ai travaillé avec les acteurs qui sont présents avec nous ici, sur cette table ronde, qui sont représentés par Cyril de Citeo, par Grégory de l'Unistra, Paul Pépite qui se présentera aussi, et puis par Christophe Knecht qui travaille pour Semia. Donc chacun d'entre eux va pouvoir se présenter à chaque fois entre les différents pitchs des startups pour vous expliquer comment eux travaillent avec les startups et comment ils les accompagnent et comment peut-être un jour, si vous voulez vous lancer, ils pourraient vous accompagner aussi. Et donc en fait, pour faire le lien avec la thématique du forum aujourd'hui, cultivons les coopérations, vous expliquer un peu comment va se passer la séance. L'idée c'est que en fait, vous allez aussi être là pour coopérer et pour soutenir ces startups. Et donc l'idée c'est que vous puissiez leur faire des retours, donc ils vont vous faire des présentations et vous allez pouvoir non seulement leur poser des questions si vous voulez en savoir plus, mais aussi leur faire des retours constructifs sur leur présentation, sur leur projet, sur quelqu'un que vous connaissez avec qui ils pourraient être en contact. L'idée c'est pas de leur faire tout un annuaire, mais peut-être soit pendant la séance rapidement, soit à l'issue de la séance, d'aller les voir et de dire moi j'ai telle idée qui pourrait être intéressante pour ton projet. Parce que on considère vraiment, et c'est comme ça qu'on l'a conçu avec les partenaires, que c'est à travers ces coopérations et à travers le rôle que vous pouvez aussi jouer que vous allez les aider à accélérer. Donc l'idée, une fois que chacun va se présenter, il aura un temps très court, 3 minutes, pour présenter son projet. On va présenter 2 ou 3 startups d'affilée. Vous n'allez pas avoir le temps de poser les questions entre chaque. Et c'est à l'issue de ces 2 ou 3 pitchs que vous allez pouvoir poser vos questions, faire quelques retours, etc. Est-ce que ça va pour l'instant ? Vous suivez ? Bon, super. Et donc du coup, pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on ait une petite présentation par Christophe de Semia et Quest for Change, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et à l'issue de cette présentation, vont pitcher les 3 startups qui ont été accompagnées par Semia. Vous suivez toujours ? Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à vous, merci Marie. Donc Christophe Knecht, je représente le Semia. Le Semia, c'est l'incubateur du territoire Alsace. Et donc le Semia fait partie d'un groupe d'incubateurs, Quest for Change, qui recouvre l'ensemble du territoire et de la région Grand Est. Donc Semia, aujourd'hui, c'est un peu plus de 140 startups incubées dans différents domaines, du numérique, de l'industrie, de la green tech et de la santé. On a le plaisir aujourd'hui de présenter 3 des projets qu'on accompagne parmi ces 140. Donc notre rôle, essentiellement, c'est de dérisquer le développement d'un projet par un porteur. Donc d'être un peu le miroir du porteur et de l'aider à développer son projet le plus rapidement possible et le plus sereinement vers le marché, vers les premiers chiffres d'affaires. On est après le laboratoire et on est avant les accélérateurs qui sont représentés par l'Institut du Grand Innov, par exemple, sur la région Grand Est. Voilà pour ma part.
Merci beaucoup. Et donc pour commencer, je vais appeler Alternative Innovation, qui va pouvoir se présenter au micro, pour vous présenter en 3 minutes sa start-up. Donc ça se tourne juste là, en dessous. Bon. Super. Et donc pour les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas aussi à envoyer vos questions dans le chat. Elles seront transmises et je pourrai les transmettre à notre intervenante. C'est parti pour 3 minutes. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Pauline et j'ai monté Alternative Innovation, dont la mission, c'est de développer une alternative aux cuirs respectueuses et une alternative aussi aux textiles enduits pétrosourcés, typiquement polyuréthane et PVC. Donc, voilà. L'intro. Donc en fait, il faut savoir que le cuir, c'est une matière qui est controversée depuis quelques années, notamment par les conditions de tannage, peut-être certains le savent. Il y a tout un processus de produits chimiques qui sont utilisés, dont le chrome, et 80% aujourd'hui des cuirs sont tannés dans les pays en voie de développement. Du coup, face à ça, la montée en puissance des alternatives dites respectueuses, malheureusement, même si elles ont du végétal type cactus, ananas, pomme, enfin c'est une vraie salade de fruits, eh bien on va avoir des problématiques par exemple de crash test au niveau des clients, ça passe pas les crash tests, de transparence au niveau de la fabrication, et surtout, on va retrouver dans 80% des alternatives du plastique, PU et PVC. Et franchement, remplacer le cuir par du plastique, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue pour notre planète. D'où Alternative Innovation. Donc on a développé un matériau, on a un brevet derrière, avec l'URDABI, donc AgroParisTech, et ce matériau, il est 100% biosourcé, issu de coproduits agricoles. Il est 100% made in France, il est 100% recyclé, recyclable, et il est 100% personnalisable pour le cahier des charges de mes clients. Alors il est sans chrome, sans pétrole, bien sûr, et cruelty free. Alors comment je passe de ce brevet au textile enduit ? On n'a pas la petite manette. Voilà. Donc, on vient du végétal. Ensuite, on anoblit selon cahier des charges. On va transformer par chimie verte. Et ensuite, on va vendre cette solution sous 2 formes. La première, ce sont des granulés à des gros industriels de textile enduit. Et puis, la deuxième, ce sont des rouleaux de textile enduit directement qu'on va aller vendre à nos marchés. Donc, la fashion, la chaussure, les sacs, mais également le transport et l'ameublement qui sont des gros consommateurs de textile enduit. Voilà. Donc notre solution, elle a finalement pas mal d'avantages concurrentiels. Le premier, c'est l'économie circulaire, et ça fait sens aujourd'hui. On est la seule solution où le recyclage, c'est pas juste une promesse. Chez nous, 100% de notre matériau est recyclable. Et on peut en faire du nouveau sans perte de technicité. Donc ça, c'est vraiment un point fort, et on est les seuls sur le marché à proposer ça. Le deuxième avantage, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui à garantir un savoir-faire local. Donc tout est fait localement, du sourcing à la production. Et puis, il y a un troisième avantage, on était limité sur les slides, donc je ne l'ai pas mis en slide, mais un troisième avantage, c'est la technologie. Aujourd'hui, on a une formulation à haute valeur ajoutée, mais qui est directement industrialisable. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé l'eau chaude, on utilise des machines qui sont déjà existantes et des industriels déjà présents. Et finalement, pour finir, je veux bien qu'on revienne sur la slide d'avant, s'il vous plaît. Pour finir, le potentiel de développement d'alternatives innovation. Je vous ai parlé aujourd'hui du textile enduit, mais nous, ce qu'on veut, notre mission, c'est de développer ici, localement, dans la région, une usine de polymères biosourcés. Et finalement, elle peut se travailler par injection, par pulvérisation, par filage. Et donc, on peut imaginer après vendre et développer des nouveaux marchés. Voilà. Si vous avez des questions, je répondrai donc après le pitch de mes petits copains. Merci beaucoup Pauline, et donc je vais appeler Green Phoenix à nous présenter sa solution, même si ça a été légèrement défloré ce matin, déjà pendant la plénière d'ouverture, mais on aimerait en savoir plus. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Daniel, cofondateur de Green Phoenix, et aujourd'hui je vais vous présenter comment nous pouvons produire une énergie renouvelable à partir de quelque chose qu'on a tous à la maison. Et ce sont les déchets organiques. Les épluchures des fruits et légumes, les restes des repas, le marc du café, ou encore les déchets du jardin, qui aujourd'hui en France sont à 90% incinérés, ce qui veut dire que ça représente plus ou moins 10 millions de tonnes chaque année des ressources qui sont gaspillées dans notre pays. C'est pour ça que nous avons créé Green Phoenix, avec la mission de passer d'une économie linéaire où les déchets
sont jetés, à une économie circulaire et locale où chaque déchet organique peut devenir une nouvelle ressource. Plus précisément, comment est-ce que nous, on travaille? On est spécialiste dans la collecte de ces déchets organiques avec une logistique décarbonée grâce à nos vélos-cargo innovants qui n'étaient pas tentés l'année dernière. On va collecter les déchets des professionnels, les restaurateurs, les hôtels, les écoles, mais aussi les bureaux d'entreprise. On va accompagner les collectivités pour la mise en place des points d'apport pour les particuliers. Et ensuite, on va les valoriser, par exemple à Strasbourg, avec nos partenaires Lingenel Environnement, pour la production de biogaz, donc l'énergie renouvelable, mais aussi du compost qui peut être ensuite utilisé pour fertiliser les champs et produire des nouveaux fruits et légumes. Nous venons de clôturer notre 12e année d'activité et en 12 ans d'activité, nous avons déjà collecté plus de 180 tonnes de déchets organiques, le tout à vélo cargo, ce qui représente le biogaz pour chauffer une maison, 25 maisons pendant un an. Et nous savons que l'énergie, c'est un sujet assez important aujourd'hui et donc nous montrons qu'il y a de la possibilité aussi de créer des énergies renouvelables très localement pour répondre à nos besoins. Donc, si vous êtes intéressé pour savoir un peu plus de comment rejoindre cette initiative et aussi pour cultiver des coopérations avec nous, est-ce que vous êtes prêts à arrêter de jeter de l'énergie à la poubelle? Merci. Merci beaucoup. Et donc, nous allons écouter l'empreinte qui va pouvoir se présenter et présenter son projet. Bonjour à tous, je suis Laurent Bocahu, le président et cofondateur de l'empreinte. Alors l'empreinte, c'est une solution logicielle pour les marques de mode qui permet d'évaluer l'empreinte environnementale des produits que nous portons tous les jours, les vêtements, les chaussures et les accessoires. J'étais intéressé par le pitch juste avant puisque ça fait partie de notre métier que d'évaluer justement l'impact environnemental des différents matériaux et procédés qui rentrent dans la composition d'un vêtement. L'empreinte, c'est une start-up qui a été accompagnée dès 2020 par Quest au sein de The Pool à Metz, donc on remercie Quest au passage. Nous sommes une équipe de 10 personnes basée entre Metz et Paris et on développe donc une plateforme SaaS qui s'adresse, comme je le disais, aux marques de vêtements et chaussures. Alors pourquoi je veux bien la suivante. Voilà, merci. Pourquoi évaluer l'empreinte des produits? Vous savez tous que le consommateur est sensible à l'empreinte environnementale de ce que l'on porte, ça c'est une chose. Mais il y a 4 autres drivers qui font que les marques aujourd'hui ont tout intérêt. Il y a la législation qui pousse. Et puis des enjeux de compétitivité évidemment. Donc nous on leur apporte une plateforme, next s'il vous plaît, voilà, une plateforme SaaS dans laquelle elles vont pousser de la donnée, ou alors nous on va aller récupérer de la donnée à l'intérieur des logiciels métiers qui existent et qui sont utilisés par ces marques. Avec cette donnée on réalise une évaluation environnementale, pas selon une méthode qui est pas la nôtre, qui est la méthode européenne de référence, et qui permet de sortir un score qui est comparable, harmonisé et standard aujourd'hui. Voilà, donc on sera ravis de vous en dire plus au travers d'une démonstration si vous ou vos contacts sont intéressés. Merci à tous. Alors, est-ce que déjà il y a des questions pour l'un ou l'autre des intervenants qui s'est présenté aujourd'hui ? Une première question. Ouais, je vais l'écouter et puis je vais la redire à l'oral pour les personnes qui ne peuvent pas entendre. Pour l'empreinte, la méthode est standardisée, vous le disiez, sur des normes européennes. Comment est-ce que vous faites pour faire savoir justement que c'est une méthode standardisée et qu'on n'est pas sur de l'autodéclaration d'une marque qui aura une petite tendance peut-être à se trouver plus belle qu'elle n'est? Ouais. Voilà, juste pour l'empreinte, du coup, comment garantir que votre méthode est standardisée et pas que vous avez créé votre propre méthode? D'accord.
Plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est la certification. On est dans une phase de certification actuellement avec l'AFNOR qui va qui audite actuellement, on avait une réunion ce matin, qui audite notre algorithme et qui le compare à ce que fait la méthode européenne et va pouvoir dire ok, c'est bon, vous êtes conforme. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que on a dans notre plateforme un indicateur, un quality score, qui justement permet d'évaluer si vous êtes dans du déclaratif ou si vous êtes dans de l'authentification. Donc, en plus du score environnemental, il y a une autre mesure, un ratio de 0 à 100%, qui va vous dire 0, c'est purement déclaratif générique, et 100%, c'est hyper spécifique. Donc, c'est comme ça qu'on mesure la qualité du score au-delà de sa performance intrinsèque. Merci. Une autre question? Oui. Une question pour alternative concernant la matière première. Vous avez parlé effectivement de végétaux et je voulais savoir si vous poussiez effectivement la démarche à se dire que tous ces végétaux-là, vous poussez du coup sans pesticides. Voilà, je reprends la question. Pendant ce temps-là, Pauline peut aller au micro. Donc la question, c'est est-ce que les végétaux utilisés pour faire les produits de textiles sont sans pesticides? Oui, alors en fait, on a 3 formes de sourcing. Le premier qui est aujourd'hui actuel, qui est donc des coproduits agricoles qu'on source via des sociétés françaises. Donc on ne peut pas garantir à 100% que ce soit bio. Par contre, demain, on a un autre sourcing qui est 100% recyclé. Donc ces déchets sont des déchets à la base quand même, mais ce sont des déchets qui sont 100% déjà issus du recyclage. Et ensuite, on a un troisième volet de sourcing qui est le nôtre. Et là, effectivement, on est dans cette démarche-là, tout est local, on travaille avec des agriculteurs, effectivement, qui travaillent dans du bio, sans pesticides. Et l'idée, c'est de revaloriser ce qu'ils n'utilisent pas. Voilà. Merci. Il y avait une autre question par là, je crois. Non? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Oui. Oui, moi je voulais savoir pour Green Phoenix. Voilà, si vous recycliez aussi les déchets des cantines scolaires ou des cantines de centres de formation. Voilà, donc une question. Des restaurateurs, mais est-ce que vous allez... Quid de la restauration collective scolaire ou autre? Donc oui, effectivement, on collecte en fait tout type d'établissements qui produisent des déchets organiques. Donc tant qu'il y a des déchets alimentaires ou végétaux, on va pouvoir venir les collecter. Aujourd'hui, on collecte déjà certaines écoles, certaines cantines, que ça soit d'entreprises. Par exemple, ES Mondelsheim, voilà, on collecte la cantine de l'entreprise, mais aussi des écoles comme l'école de management, comme l'ENGES, qui font partie de l'Université de Strasbourg. Merci. Une autre question aussi pour... Voilà, comment faire appel à Green Phoenix concrètement? Bon, déjà, celui-là aujourd'hui, donc si jamais vous avez des questions, d'ailleurs, on peut en parler. Mais oui, effectivement, donc vous pouvez nous contacter sur les sites internet. Après, si c'est pour les entreprises, on va venir faire une étude pour voir quelle est la solution la plus adaptée. Parce que c'est la différence aussi de nos services, c'est qu'on comprend que c'est pas tout à fait les mêmes types de tri dans un bureau d'entreprise que dans un restaurant ou dans un hôpital. Donc on va venir faire une étude préalable pour voir quel est le système de tri le plus adapté pour chaque établissement et puis aussi la fréquence des collectes pour pouvoir les faire le meilleur possible. Merci. Merci. Oui, une question? Oui, une question pour Alternative Innovation. Oui. Sur la partie recyclage, qu'est-ce que vous imaginez comme filière de collecte et Oui. de valorisation derrière? Alors ça, c'est parce que c'est le recyclage. Je reprends juste la question. Donc la question, quelle filière de recyclage pour vos produits derrière? Alors en fait, le recyclage aujourd'hui, quand il y a beaucoup de sociétés qui se disent 100% recyclables, mais ça se met pas en place parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc nous, l'idée c'est déjà de récupérer les chutes, parce qu'il y a énormément de chutes dans les tanneries, dans les ateliers de fabrication. Donc ça, c'est un premier volet, et c'est là-dessus qu'on va commencer. Et par contre, nous, l'avantage, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a récupéré ces chutes, pour nous, c'est économiquement viable de le recycler. Ça nous coûte moins cher de recycler que d'acheter, voilà, ou de produire. Et sur le recyclage de vos propres produits?
Alors nous c'est pareil, nous on recycle tout. Donc même dans voilà, on a toute une charte et en fait on recycle tout. Donc tous nos produits et même en R&D. C'est-à-dire que souvent la R&D personne ne recycle. Hein. Il y a des prototypes et des prototypes et des prototypes. Nous aujourd'hui on recycle tout ce qu'on produit en fait. Voilà. Merci. On peut encore prendre peut-être une ou deux questions. Oui, une question. Ouais, comment vous allez faire le lien et vous positionner par rapport au changement de législation qui rendra ça obligatoire de collecter les biodéchets? Effectivement, et merci beaucoup pour la question. Parce qu'en fait, c'est la grande opportunité en fait, d'avoir créé Green Phoenix. Forcément, c'était un pitch de moins de 3 minutes, donc on a voulu présenter l'essentiel du service. En fait, on a été créé en 2020. Justement, quand la loi anti-gaspillage elle a été validée, donc il va obliger tous les secteurs publics et privés à mettre en place des systèmes de tri et à la maison, donc chez vous particuliers, mais aussi tout type d'établissement qui produit des déchets organiques. Et donc c'est une grande opportunité pour nous, parce qu'en soi c'est un nouveau marché qui est en croissance, et donc on peut répondre à ces besoins que tous les secteurs vont avoir d'ici 2024, qui aujourd'hui sont déjà en train d'étudier la question, et c'est pour ça que c'était l'opportunité d'entreprendre pour nous. Merci. Et il y avait une question aussi là, aussi pour Green Phoenix. Vous différenciez par rapport aux gros acteurs comme Suez, Veolia ou Schroll, parce que finalement vous n'êtes qu'en cargo et c'est très limité, 180 tonnes, c'est une goutte d'eau. Combien ? 180 tonnes, vous avez dit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment se différencie ? Après notre deuxième année d'activité, on est à 180 tonnes. Après, la grande différence, c'est que nous, on a une logistique décarbonée, effectivement, avec des vélos cargo que nous savons créer. Donc, c'est une innovation technique qui a été patentée l'année dernière. Et donc, ce qui nous permet de collecter les doubles qu'avec des vélos cargo qui existent dans le marché. On peut arriver jusqu'à au-delà des 400 kilos pour une tournée. Mais notre solution, elle est aussi adaptée pour les métropoles comme Strasbourg, où il y a un centre-ville qui est assez dense, avec des petites rues, où aujourd'hui, il y a des cessez-le-feu qui sont en train de se mettre en place, et donc ils vont interdire aussi certaines camions bennes ou autres à un moment. Et donc, on peut aussi répondre surtout à ces besoins des centres-villes très peuplés, comme Strasbourg, comme Paris, comme Lyon. Donc, c'est une grande ville. On sait que notre solution, elle n'est pas adaptée pour la campagne, ça c'est sûr, ou pour les villes où il n'y a pas assez de densité des populations. Mais donc, nous, on vient répondre justement à ces besoins, et donc la différence avec les grands groupes ou d'autres. Moi, je suis dans l'hôtellerie, j'ai un acteur qui vient récupérer mes déchets à un endroit aussi difficilement accessible, mais il vient avec une petite camionnette et il charge des poubelles de 240 litres, et on charge 5 ou 6 une fois par semaine. Si je voulais en venir, je suppose que vous en direz. C'est beaucoup de déchets, on est d'accord. Nous, donc les bacs les plus grands, par exemple, dans ce type d'établissement, on met en place des bacs de 600 litres, et ces 600 litres iront très bien dans notre cargo. Donc on peut venir une fois tous les jours, et donc ça fait un... Une petite camionnette, il peut vous charger 6 à 10 000 litres, sans aucun problème, sans être obligé de prendre un grand camion. Oui, après, on est sur une logistique décarbonée, et donc on a aussi une solution pour ces secteurs qui veulent aussi soutenir une logistique qui ne va pas produire plus de CO2 pendant cette collecte. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la collecte des déchets en France en général, la collecte en elle-même, elle produit 40% du CO2. En plus par rapport à ce qu'on peut avoir de recyclage. Donc si on peut enlever tout CO2 pendant les collectes, c'est ces acteurs qui vont soutenir ces initiatives qui vont faire appel à nos services aussi. Voilà, on a le temps de prendre. Ouais, on a le temps de prendre une dernière question. Non, je me permets juste de rebondir à ce que vient de dire le monsieur, parce qu'on est Leroy Merlin et on est client de Green Phoenix, et Dieu sait qu'on fait on en produit des déchets tous les jours et toutes les semaines, beaucoup trop, même si on s'améliore. Et pour le coup, on est ravis de leur service parce que effectivement, on n'a pas le choix que de passer par Schroll, que de passer par Lingenheim, parce que Green Phoenix ne fait pas encore
traçage de gravats, mais pour autant, pour tout ce qui est biodéchets, nous, pour le coup, on est ravis que ce soit décarboné. Et mon Dieu, non, restez avec votre décarbonation, moi, je trouve que c'est incroyable. Et c'est nous, en tout cas, en tant qu'entreprise, nous sommes ravis de pouvoir au moins avoir quelque chose de décarboné pour la ramasse de nos déchets. Merci beaucoup. Pour le retour Kémy et nos clients, d'expérience. pour parler pour nous. Merci beaucoup. Voilà. On a juste le temps de prendre une dernière question ou dernière remarque. Voilà. Les biodéchets ont différentes façons, on peut les traiter de différentes façons. Et vous avez présenté le biogaz, l'méthanisation. Est-ce que vous êtes lié à ce process derrière ou est-ce que vous faites juste la collecte et après vous pouvez orienter vers d'autres traitements différents? Donc aujourd'hui, nous sommes spécialistes de la collecte. Je laisse peut-être rebondir sur la question. Quelles sont les phases sur lesquelles vous intervenez par rapport aux déchets? Est-ce que c'est juste la collecte ou aussi la valorisation? Donc les cœurs de métier de Green Phoenix aujourd'hui, c'est vraiment la collecte. C'est-à-dire que nous, on va faire la logistique, donc on va mettre en place les bons systèmes de tri, on va collecter avec le cargo et on va l'amener dans l'unité de valorisation. Et donc c'est après les partenaires qui vont valoriser. Parce que la méthanisation, donc c'est une technologie qui est chère, il faut le dire aujourd'hui. Et donc, nous, on est une petite structure, donc aujourd'hui, on passe par des partenaires pour cette valorisation. Et donc, ça va être Lingenel, par exemple, à Strasbourg, qui va valoriser ça. Donc, vous pouvez à un moment orienter vos déchets vers un autre... Oui, c'est en fait, l'objectif, donc, si on veut parler des objectifs 2023-2024, c'est déjà de s'installer aussi sur d'autres collectivités en France, et donc de trouver aussi d'autres partenaires dans les territoires pour continuer à valoriser toujours les plus proches possibles. Donc on ne va pas collecter à Paris et puis ramener tout vers Scheffelsheim, chez Lingenel pour les valoriser. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci pour vos réponses. Bravo à toutes ces startups. On va passer au partenaire suivant. Donc, je vais demander à Grégory Ebinger de nous parler de l'Unistra et du pôle Pépite dont il a la charge, pour nous en dire un petit peu plus et comment vous accompagnez les startups d'étudiants. Oui, merci. Grégory Ebinger, je suis le directeur d'une structure qui s'appelle le Pépite ETENA, qui officie pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur alsaciens et qui est fermement porté par l'Université de Strasbourg. Et nous avons deux métiers. Le premier métier, c'est vraiment de sensibiliser la jeunesse, les étudiants à l'entrepreneuriat, de développer cet esprit d'entreprendre, pas pour en faire de tous des entrepreneurs, on sait très bien que tout le monde ne sera pas entrepreneur, mais pour faire germer une petite graine, poser une petite graine qui va peut-être germer, et puis ne serait-ce que développer, amener des compétences qui vont être utiles à tous les pans de la vie. Et le deuxième métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets. Nous accompagnons à peu près 250 porteurs de projets par an, donc c'est une activité assez dense, assez importante, qui amène à une cinquantaine de créations d'entreprises chaque année, dans des secteurs assez variés. On est vraiment généraliste et on se situe vraiment en porte d'entrée de l'écosystème entrepreneuriat pour ces étudiants. Donc je disais des domaines très variés et on est assez, pas surpris, mais assez fiers et assez contents d'accompagner plus de 60% des projets qui sont des projets à impact, soit des impacts sociaux, sociétaux et environnementaux. Et on leur souhaite beaucoup d'avenir. C'est aussi des secteurs où j'estime qu'il y a encore beaucoup d'enjeux sur les modèles économiques et sur l'accompagnement financier qui peut être proposé à ces structures. Donc, je suis très content aussi que dans ce forum, on ait cet espace-là pour pouvoir promouvoir cet entrepreneuriat-là et le faire émerger encore plus que ce qu'il n'émerge maintenant. Merci. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas aussi à la fin, si vous avez quelques questions pour nos partenaires, à aller les voir. On n'a pas de temps spécifique là sur l'atelier de questions pour les partenaires, mais n'hésitez pas ensuite à les interroger. Donc pour les startups accompagnées par le pôle Pépite, je vais demander à Arkeale de venir nous présenter. Ouais. Arkeale. Désolée, j'ai pas eu le temps de répéter. Voilà, donc en 3 minutes, de nous faire une petite présentation de ce que vous faites. Bonjour à tous, donc Clément Carato, président fondateur de la start-up Arkeale. Alors je vois que les biodéchets, la thématique des biodéchets vous ont passionné, donc on va y rester, mais du côté du traitement.
Alors, on partage aussi ce constat. Aujourd'hui, 9% des Français ont accès à une solution de recyclage des biodéchets, contre 99% sur les emballages. Pourtant, ces déchets, la majorité sont donc incinérés, enfouis. Et s'ils sont traités, ils sont souvent traités à des dizaines de kilomètres de la ville. Imaginons que ces biodéchets deviennent une énergie, et cette énergie pourrait chauffer notre appartement, alimenter l'école du coin, du quartier, ou remplir nos voitures. C'est du coup notre idée et l'invention qui s'appelle Biocapsule, qui est un système de conversion énergétique des biodéchets, qui finalement on vient favoriser la collecte en circuit court, notamment avec les partenaires locaux. On peut penser à Green Phoenix, à Cycle, et on vient directement valoriser le gaz en autoconsommation pour les bâtiments à proximité, tertiaires, résidentiels, hôtels, piscines, écoles, en gaz renouvelable, et aussi distribuer la partie fertilisante sur les parcs municipaux et l'agriculture urbaine. Donc, notre innovation est basée sur notre réacteur biologique. C'est un réacteur qui est enterré en silo et qui a une capacité particulière par rapport à ce qu'on se fait en grande méthanisation, qui permet justement une implantation en milieu urbain plus facilitée et une autonomie énergétique et en eau. Aujourd'hui, du coup, on a développé un premier prototype en 2021 qui a prouvé les performances de notre solution. Et aujourd'hui, on est sur l'échelle 1, donc l'échelle pilote, dont on a l'objectif en 2023 de tester sur le territoire. Et pour ça, on a justement besoin d'un certain nombre de financements. Et du coup, on entame une première levée de fonds dans les prochains mois. Et voilà, donc appel aux partenaires financiers et partenaires d'expérimentation pour rejoindre l'aventure. Donc n'hésitez pas après la session ou à venir nous voir. C'est un projet ambitieux avec un potentiel d'impact sociétal systémique, à la fois énergétique, agronomique. Ça répond finalement à 11 objectifs sur 17 des ODD. Donc c'est majeur et n'hésitez pas finalement à venir nous voir, discuter en fin de session, si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, je vais demander à Orisae de venir présenter sa solution. Bonjour à tous, je suis Axel Bidot, jeune entrepreneur strasbourgeois. Et je pense que pour avoir un impact sur quelque chose qui nous tient à cœur, il faut impérativement créer son métier, créer son entreprise. On ne change pas les choses juste le week-end. Voilà, c'est vraiment un travail de tous les jours où il faut vraiment se retrousser les manches. Donc c'est pour ces raisons que j'ai cofondé Orisae, donc ma propre entreprise, justement pour incarner ces valeurs. Alors nous, notre mission, c'est de faire adopter la fermentation maison, parce que ça change tout. La santé, l'écologie, l'économie, surtout la gourmandise. Et mais créer une entreprise à impact, créer une entreprise engagée, qu'est-ce que ça implique? Ça implique vraiment de faire le choix le plus difficile de l'entreprise. C'est clairement pas simple. C'est le mode hardcore direct. Très clairement,
Alors, on est obligé d'être regardant sur absolument tout. Rien n'est facile. Que ce soit les questions de certification, de tests, de contrôle, tout ça en proposant toujours les prix les plus bas, avec des solutions qui sont évidemment bien meilleures que toutes celles qui n'ont pas nos exigences. Sans parler, effectivement, on veut faire évoluer les usages. Ça veut dire éduquer des marchés, ça veut dire inventer de nouvelles façons de penser. En fait, on passe notre temps à prouver qu'on est utile. Vous pouvez passer la slide. Alors, dans la Startup Nation, on adore les indicateurs, ce qu'on appelle les fameux KPI, les chiffres. Seulement, on a vite fait de ne garder que, en fait, de les mettre au premier plan en dépit de l'impact réel. En fait, on se contente, on finit souvent par se contenter, et on entend régulièrement des entreprises qui se targuent justement de se dire « Ok, on a décarboné tout notre CO2 en reversant une partie de nos bénéfices à une ONG ». Ok, super, trop bien, ça fait des belles slides, des beaux... voilà, mais ça n'a absolument rien changé. Ni les usages, ni les mentalités. Pas d'un iota. Donc, moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que pour changer les choses, il ne faut pas le faire avec des concepts, mais il faut le faire par la pratique. Alors, attention, ça c'est clair, une chose qu'on a bien appris assez vite, l'écologie, ça n'est pas vendeur. On ne vend rien du tout avec l'écologie. Personne n'achète l'écologie. Tout le monde s'en fout, soyons très honnêtes. L'écologie, c'est une affaire personnelle. Il faut incarner cette écologie. C'est une affaire de culture d'entreprise, c'est une affaire de vision. Alors, c'est quelque chose effectivement qu'on incarne, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi transmettre. Transmettre effectivement des pratiques nouvelles, mais aussi meilleures. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Et on va terminer par l'atelier circulaire. Voilà, notre troisième intervenante. Bonjour, je m'appelle Marion Roulet, je suis fondatrice de l'atelier circulaire et comme je suis ingénieure, je vais commencer par un chiffre, j'aime bien les chiffres, 8,6%. 8,6%, c'est les ressources qu'on utilise dans notre économie qui sont issues de l'économie circulaire. Ça veut dire que les 91 et quelques autres pourcents, ils sont prélevés directement de la planète. Donc notre économie linéaire, extractiviste, elle pose des conséquences graves que vous connaissez tous. On a explosé 6 limites planétaires sur les 11 qu'on a. Et en termes de matériaux, de matières premières, ça a des conséquences très concrètes. Nos matières premières, nos matériaux, ils sont dépendants des ressources fossiles en tant qu'énergie ou en tant qu'ingrédient. Ils sont polluants, très polluants en fin de vie, et ils font parfois plusieurs fois le tour de la planète pour arriver jusqu'à un produit fini. Donc à Atelier Circulaire, on s'intéresse à des matériaux alternatifs qu'on pourrait appeler matières low-tech, qui sont biosourcés, biodégradables, mais aussi et surtout pour lesquels on s'intéresse à leur mode de production et leur mode d'utilisation, parce qu'un matériau qui n'a pas d'impact, mais qu'on utilise pour faire des choses qui n'ont aucun intérêt, on considère que ce n'est pas un usage très intéressant de nos ressources limitées. Donc les matériaux auxquels je m'intéresse en ce moment, c'est ce genre de matériaux rigides qui sont faits à partir de déchets organiques. Là, on a des pellicules de café issues de la torréfaction, des drèches de brasserie, donc production de la bière, on a des feuilles de thé usagées, on a du marc de pomme, production de cidre, de jus de pomme. Tous ces déchets organiques sont simplement compressés en chauffant, donc c'est un procédé vraiment simplissime. Et cette thermocompression, compression en chauffant, va leur donner de la rigidité et faire des matériaux très intéressants techniquement, qu'on va pouvoir faire soit en plat, soit moulés en 3 dimensions. Leur contrainte principale, c'est qu'ils vont craindre l'humidité.
Donc c'est pas une méthode miracle, mais on pense que dans certains usages, ça peut avoir des applications intéressantes. Et donc le but d'Atelier Circulaire, c'est une association qui est en cours d'inscription, c'est d'accompagner les projets qui utilisent ce genre de matériaux, travailler là-dessus en recherche et développement et accompagner les projets. Là, vous avez un premier projet sur lequel on travaille en ce moment, qui est des boîtes pour les chocolatiers à partir de déchets de la torréfaction. Et donc le but, c'est d'impliquer tout un écosystème en local pour aller jusqu'à la production de ces objets. Donc on a de la conception, du design, de la collecte à vélo. J'aurais pu mettre Green Phoenix, désolé Daniel. Et puis comme c'est compostable en fin de vie, on a du traitement des déchets. Et puis vous voyez quelques partenaires qui nous manquent. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes chocolatier, vous connaissez des chocolatiers, des torréfacteurs ou que vous avez des capacités de production, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et donc le but de l'association Atelier Circulaire, c'est de porter, d'être une espèce de pépinière à projet sur ce genre de matériaux et apporter quatre formes de soutien différents, de la recherche et développement, de la production de communs scientifiques, puisque tous les procédés qu'on développe sont à mettre en commun pour que tout le monde puisse s'en emparer et maximiser leur impact, un réseau en local mais aussi en global de personnes qui s'intéressent aux thématiques des matériaux. Et puis, idéalement, dans le futur, un espace d'expérimentation collective pour qu'on développe ensemble des nouvelles solutions robustes low-tech sur les matériaux. Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions. Je vais juste commencer par une question en ligne pour Orisae. Est-ce que ce serait possible de repréciser un petit peu plus en détail le contenu de votre activité ? Petit teasing, on attend la suite quand même. Oui, effectivement, je ne vais pas tellement parler de notre entreprise. J'avais vraiment envie de vous partager aussi les fondements de pourquoi on a fait tout ça, pourquoi on en est là, pourquoi on crée des entreprises, de l'impact. Maintenant, donc Orisae, nous, ce qu'on est en train de trafiquer, c'est que on est spécialiste de la fermentation. Une petite particularité, la fermentation qui se passe chez vous, à la maison. C'est une méthode très simple qu'on peut vraiment adopter pour finalement transformer des aliments. Hein. On pense au pain au levain, on pense à des boissons pétillantes comme le kéfir, le kombucha. On pense au fromage qu'on peut faire. On voit, il y a tout un tas de choses. Donc nous, on a d'abord créé des kits pour pouvoir donc avoir le matériel, les connaissances pour pouvoir effectivement faire d'abord du kéfir et du kombucha. Et là, on se lance sur tout le champ de la fermentation, notamment avec des parcours d'apprentissage en ligne et toujours accompagné avec ces kits et ces matériels. J'en profite pour glisser quand même que d'ici quelques jours, c'est vraiment, ça arrive, on lance une campagne de financement participatif. Je crois que vous l'avez compris, on tient à cœur le participatif et le partage. Donc, n'hésitez pas à faire tourner, à nous suivre et à diffuser tout ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'un ou l'autre des intervenants aujourd'hui ? Oui. Oui, pour Archéal. Et donc la question en fait, ce serait, aujourd'hui effectivement on est tous déjà reliés à tel ou tel système, gaz de ville, que sais-je. Si demain moi je veux mettre votre bio-bulle à la shopping promenade parce qu'on aurait la place à notre magasin, comment on fait si on est déjà finalement sur un circuit déjà fermé ? Ouais, je reprends juste la question du coup pour les personnes en ligne. Comment est-ce qu'on fait si on est déjà relié à un système de gaz classique pour adopter votre solution ? Alors nous, on va venir en substitution d'une partie du gaz fossile naturel, suivant le type de consommation. En tout cas, une double injection est possible. C'est majoritairement faire des économies sur le gaz naturel fossile. Un particulier pourrait installer le système chez lui en mettant directement ses trognons de pommes. Ça marche, un particulier ? Alors là, nous, on parie sur la méthanisation collective de quartier, à taille de quartier. Sur un particulier, au niveau rendement énergétique, on serait trop faible. Il faut une quantité suffisante de gisement pour produire assez de gaz vert. 5 fruits et légumes par Il y a encore une autre question, toujours pour la même ? Il y a très probablement une vie bactériologique
dans vos réacteurs. Il y en a qui ont déjà du mal à gérer leur fosse septique. Comment est-ce qu'on gère la vie bactériaux dans un réacteur comme ça? Comment on s'assure que ça tourne? Voilà, comment on gère la vie bactériologique dans ce réacteur? Donc en effet, c'est une réaction biologique. Donc on a des bactéries en fait qu'on retrouve finalement dans les estomacs les intestins des bovins. Hein. Donc c'est finalement du biomimétisme hein, qu'on reproduit. Alors on s'assure finalement, on s'assure d'avoir une température à 40 degrés constante, donc qui est régulée hein, par notre automate. On a aussi une absence d'oxygène. Hein. C'est un processus anaérobie, donc sans oxygène. Et puis on a une vérification, un tri ultime de ce qu'on vient mettre forcément, hein, parce qu'on peut risquer. Alors c'est pas des matériaux, on va dire actifs hein, qui vont rentrer. Ça va être du fer ou du plastique. Ça va pas forcément poser problème à la réaction. Par contre, sur la partie fermentée qui ressort, forcément, on risque de polluer les sols. Donc il y a un tri ultime en effet pour éviter ça. Mais la réaction est contrôlée par notre automate. Une autre question pour la même structure? Ouais. C'est juste pour préciser, pour bien comprendre, pour vous différencier, vous, c'est le côté compact de votre système que vous mettez en avant, que vous développez. C'est le côté compact qui est intéressant. Différencié par rapport à la méthanisation agricole. Oui, en effet, la méthanisation agricole est centralisée, s'est développée ces 10 dernières années. Hein. C'est beaucoup développé sur le gisement agricole. Sur les biodéchets, elle reste encore minimale. Hein. Il y a à peu près 1,5% des méthaniseurs installés, hein, des 1000 méthaniseurs installés qui traitent les biodéchets. Donc c'est assez faible parce que c'est un gisement qui est plus difficile à aller chercher. Et nous, la principale différenciation, ça va être l'absence de transport, donc des économies là-dessus, économiques et écologiques. Et le deuxième point, c'est la redistribution de l'énergie aux producteurs, qui n'est actuellement pas le cas. Merci. Est-ce qu'on a encore une autre question? Oui, on voit un panneau solaire sur la présentation. Du coup, est-ce qu'il va utiliser moins d'énergie qu'il va en produire, ce système? Est-ce que votre système va produire plus d'énergie qu'il ne va en consommer? Alors oui, c'est vrai que le système est conçu pour en produire plus qu'il consomme, sinon on arrêterait là tout de suite l'ingénierie et on se dit il n'y a aucune virtuosité dans la solution. Sur les panneaux solaires, c'est des panneaux thermiques, pas photovoltaïques. On apporte une chaleur justement à 40 degrés. Sur nos premiers tests, on est à peu près à 60% d'autonomie grâce à ces panneaux solaires thermiques. L'appoint est fait par notre propre biogaz. Hein. On a une chaudière d'appoint. Donc ça permet en effet de réduire la consommation énergétique du système. Mais ça ne sera pas à 100%. Merci. Une autre question? Pour la récolte, en fait, vous faites ça en circuit, un petit peu comme fonctionne Greenfenix aussi, faire le ramassage en porte-à-porte? Pour la récolte, est-ce que c'est vous qui gérez la collecte? Alors nous, sur la récolte, la collecte n'est pas notre métier. Du coup, on va s'entourer des partenaires déjà présents. Donc en effet, ça fleurit sur le territoire. Hein. Greenfenix cycle sur Strasbourg. On a la tricyclerie à Nantes, on en a plusieurs à Lyon. C'est vraiment la collecte en circuit court commence à prendre de l'ampleur. Il y a d'autres technologies, on va dire, bas carbone ou en transport doux qui émergent. En tout cas, nous, c'est le parti pris. De toute façon, sur la méthanisation centralisée, c'est ce qui est souvent reproché. C'est la saturation du trafic routier. Donc le transport doux est une des solutions d'acceptabilité de solutions locales. Du coup, on s'entourera de partenaires qui sont déjà là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que peut-être pour les autres startups qui ont présenté leur projet? Oui. Pour l'atelier circulaire, oui. Ouais. Comment est-ce que vous protégez les matériaux pour qu'ils puissent être
imputrescibles, j'imagine. Ouais, du coup, on vise surtout des utilisations où c'est pas en contact avec l'eau, donc on n'aurait pas ce problème de pourriture, puisque c'est vraiment un gros souci biodégradable, ça veut dire que ça va pourrir à un moment, et donc ça va craindre l'eau. Donc c'est surtout réfléchir les usages adaptés. Après, le bois est putrescible et on utilise le bois dans plein de trucs, donc il y a des traitements de surface qui sont possibles. Le problème, c'est que c'est souvent de la pétrochimie et c'est souvent assez nocif, donc on va aussi travailler sur toutes les parties traitement de surface plutôt naturelles, des choses comme l'huile de lin ou quoi, mais dans l'idée... on va surtout commencer par trouver des usages où il n'y a pas besoin de se préoccuper de la putrescibilité des matériaux. Merci. Une autre question? Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes à chercher les usages sur ce matériau ou tous ces matériaux. Aujourd'hui, vous en êtes à chercher ces usages. Oui, ouais, c'est le but. Atelier circulaire, c'est pas un projet de vente de matériaux ou de production. Le but, c'est de faire de la recherche et développement sur des matériaux qui répondent à une certaine philosophie et de travailler sur les applications avec les acteurs de terrain et puis des gens qui vont pouvoir éco-concevoir les applications. Ouais. Merci. Il y a une question tout au fond. Quelle est votre zone géographique d'intervention? Du coup, on est basé à Strasbourg. Il y a plusieurs périmètres selon le projet, en fait. C'est-à-dire que des partenaires qui ont des ressources, des coproduits organiques, c'est surtout Strasbourg, Eurométropole, Alsace. Et après, dans le côté plus recherche et développement, donc qui sont des choses où on n'a pas besoin d'être en local, ça peut être des projets qui viennent de n'importe où. On est en contact avec des gens en Bretagne, dans le sud-ouest, ce genre de choses. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet ou sur les autres? On a le temps de prendre encore une question. Personne en ligne? C'est bon. Si vous voulez, on va pouvoir passer à la phase suivante, à la dernière étape. Du coup, je vais proposer à Cyril Hens de se présenter, de nous dire quelques mots sur Citeo et notamment sur le Circular Challenge, grâce auquel ils accompagnent aussi des startups. Merci. Bonjour à tous. Cyril Hens, société Citeo. Alors Citeo, on est une entreprise à mission dont le but est de gérer la fin de vie des emballages et des papiers de nos clients, donc ces mêmes entreprises qui mettent ces emballages et ces papiers sur le marché auprès des ménages. En gros, vous nous connaissez plus ou moins tous, puisqu'on pilote au niveau national ce qu'on appelle le bac jaune, les sacs jaunes, les bornes jaunes. Donc voilà, on accompagne les collectivités, les entreprises sur ce sujet. On doit encore avancer sur des questions, améliorer le tri, le recyclage, trouver des solutions pour que tout soit recyclable, pour améliorer le tri, pour améliorer la collecte. Et c'est pour ça qu'on lance chez Citeo, chaque année, on a des appels à projets. Donc aujourd'hui, on aura Usage, qui est une entreprise qui a répondu à nos appels à projets spécifiques sur le réemploi, puisque ça fait partie des nouveaux sujets intégrés notamment par la loi AGEC, ces solutions de réemploi, 5%, 10% de réemploi, enfin des emballages réemployables d'ici 2027. Et on a aussi ce qu'on appelle le Circular Challenge, qui est un concours destiné aux startups, aux jeunes entreprises qu'on lance chaque année, dont Bric-à-Vrac a fait partie il y a 2 ans, c'est ça? Voilà. Et qui est là avant tout alors pour détecter, c'est pas juste national, c'est international, on a plus de 89 pays représentés, c'est plus de 1500 projets. Donc l'idée c'est de détecter ces nouvelles idées, ces innovations qui vont permettre d'avoir des nouveaux emballages, des nouvelles solutions de recyclage, des nouvelles solutions de collecte, de tri, enfin tout ce qui est lié aux emballages, à l'univers des emballages et des papiers. Et voilà, et donc je vais laisser plutôt Bric-à-Vrac et Usage présenter leurs solutions. En tout cas, voilà, il y a une nouvelle session qui va se lancer début d'année prochaine, donc ceux qui ont des projets, n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci Cyril. Du coup, je vais appeler Bric-à-Vrac dans un premier temps à venir nous présenter sa solution. Donc Élise, la parole est à vous. Bonjour. Donc nous, on a été accompagnés par Citeo pour supprimer les emballages. C'est ça qui est assez drôle, parce qu'on travaille sur le vrac. Qui a déjà consommé en vrac ici? Je vais vous faire un peu de sport. Qui a déjà abandonné à la caisse un emballage du vrac parce que le prix était trop cher? Je pense qu'il y en a qui se mentent un petit peu. Vous avez probablement, globalement, dans sa vie de consommateur, on abandonne très souvent le sachet. On arrive à la caisse avec les pignons de pain, on s'attend à payer, 5 € de pignons de pain. On en a pour 12 €. Et c'était pas prévu.
Donc voilà, ça c'est un des gros problèmes de l'alimentaire et du vrac. Et c'est pour ça que nous, on est venu sur ce problème-là de gaspillage d'aliments, mais aussi de plastique. Bric-à-vrac, en gros, j'ai pas prévu de PowerPoint parce que je me suis dit qu'on allait le faire comme ça. C'est une solution qui permet aux consommateurs de voir le prix et la quantité qui défilent, donc comme à la pompe à essence. Donc plus de surprise, donc vous n'abandonnez pas le sachet. Donc vous allez pouvoir acheter en vrac sans surprise, donc acheter beaucoup plus en vrac. Derrière, ce qu'on permet, donc, c'est de récupérer toutes les informations produits. Plus de surprises, plus d'allergènes, pas de mauvaises surprises globalement. Une meilleure traçabilité et une meilleure hygiène, puisqu'on permet un conditionnement en amont chez le fournisseur de l'aliment. Globalement, comment c'est fait actuellement en supermarché, il reçoit son big bag ou alors il reçoit son petit sac plastique de 5 kg et il vient les verser dans des silos de 12 kg. La logique, elle est limite, mais bon, c'est comme ça que ça se fait pour l'instant. Il faut bien lancer la démarche. Donc nous, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est la consigne, c'est-à-dire rempli chez le fournisseur, envoyé au magasin. Le magasin n'y touche pas. Il a juste à mettre sur la machine, on certifie la traçabilité qui arrive directement au consommateur avec toutes les informations produits. Et ensuite, c'est récupéré, nettoyé et ça repart dans le schéma pour mettre en place la consigne chez les fournisseurs. Et en plus, on a la chance, c'est chez Citeo, cette année, il y a une taxe qui passe sur les emballages en B2B. Donc c'est encore plus favorisant pour nous et on en est super content. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des idées ou autres, nous on est en recherche de financement actuellement parce que dans le domaine de la consigne, il y a toujours besoin d'énergie et de sous aussi. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va avoir la présentation de Usage avec Vivien. Bonjour à tous. Du coup, je fais partie de la société Usage. Je ne sais pas si la présentation est disponible. Okay. Donc nous, on est une entreprise basée dans le réemploi des contenants alimentaires. Donc on favorise le réemploi des contenants de par le lavage et la mise en place de boucles. Il faut savoir que le marché actuel il y a une très forte attente du marché, que ce soit de la part des consommateurs qui sont conscients de trop polluer et de l'urgence environnementale. Donc il y a un souhait de limiter la production de plastique et de passer au vrac, donc notamment avec les solutions évoquées tout à l'heure, et de réduire la quantité de déchets produites à son domicile. Il y a aussi une forte pression législative, donc il y a de plus en plus de lois qui poussent en faveur du réemploi. Par exemple, la loi EGalim qui bannit le plastique à usage unique des cantines scolaires, ou la loi AGEC dont on a parlé tout à l'heure, qui fixe des quotas, des pourcentages de réemploi pour les industriels de petite taille comme de grande taille. Et donc les solutions de réemploi proposées par Usage permettent de limiter la quantité de déchets produites, parce que le contenant qu'on va réemployer ne va pas au mieux être recyclé ni détruit, mais va pouvoir être réutilisé. Donc on évite aussi la production d'un nouvel emballage à usage unique. Donc nos solutions, bien sûr, ça passe d'abord par le lavage. On est un expert du lavage. On a développé un outil performant qui nous permet de laver avec une faible consommation d'eau et de produits lessiviels. Donc des grandes quantités de contenants pour vraiment que le réemploi soit en mesure de rivaliser avec le coût de l'emballage à usage unique. Et ensuite, fort de notre expérience de laveur, on a aussi développé des solutions d'accompagnement. Donc on accompagne des entreprises du privé comme du public pour la mise en place de boucles et la mise en place de réemploi dans les sociétés. Donc voici quelques exemples de sociétés et de collectivités que nous avons pu accompagner pour passer au réemploi, donc que ce soit par du lavage ou par de l'accompagnement, sur nos 4 marchés principaux, donc restauration commerciale, restauration collective, industrie agroalimentaire et la distribution, bien sûr. Bien sûr, toujours pour limiter encore plus l'impact du réemploi, notre vision est de pouvoir se positionner dans les grands bassins de population. Donc on a déjà un site de lavage à Paris, dans le 93, et un site de lavage qu'on a inauguré cette année à Avignon, qui lave notamment pour la ville d'Avignon, qui est à la charge de toutes les cantines scolaires de la ville. Et notre prochain centre de lavage, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, le prochain centre verra le jour l'année prochaine, en 2023, fin 2023, à Strasbourg. Voilà pour moi. Merci.
Merci beaucoup. Alors, pour rester sur le vrac, du coup, il y avait quelqu'un qui en ligne nous dit effectivement, moi je confirme, on peut souvent être surpris à la caisse du prix à la fin. Donc, a priori, la solution a l'air de convaincre. Et peut-être juste une question par rapport à usage pour bien comprendre la solution. Vivien, notamment, vous êtes basé où et du coup, comment on fait pour s'adresser à vous? Alors actuellement, on est basé, notre siège social est à Paris, mais on lave du coup pour la région parisienne, pour tous les contenants qui sont produits en région parisienne. On est aussi basé à Avignon pour le 2e centre de lavage. Moi personnellement, je suis là pour développer et faire connaître nos solutions en amont de notre ouverture de centre l'année prochaine. Et donc moi personnellement, je suis basé à Strasbourg, mais l'année prochaine, nous aurons notre centre de lavage, donc encore plus émotionnant que nos 2 premiers centres que nous avons ouverts plutôt rapidement. Là, on se laisse un petit peu plus de temps pour avoir un outil encore plus dimensionnant et pour réduire au maximum le coût de lavage et l'impact environnemental que peut représenter le lavage. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce précision, parce que je pense qu'il va sûrement y avoir une question et je voulais le mentionner tout à l'heure. Le maillage territorial, le maillage national du territoire nous permet de laver du coup à moins de 200 km d'atteindre 90% de la population. Donc ça permet d'éviter les tractions et le transport du lavage, du contenant d'emballage réemployable que nous allons devoir laver. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pour l'instant, il n'y en a pas encore en ligne. Donc dans la salle, ouais, une première question. Juste toujours pour l'usage, la logistique, elle se passe comment du coup? Parce que... Comment se passe la logistique justement? Alors, tout dépend des schémas. Il y a toujours plusieurs boucles possibles. Soit on travaille en direct avec un industriel qui a un système de consigne et qui peut lui-même mettre la main sur son gisement sale de contenants. Dans ce cas-là, on est obligé d'organiser une traction entre ce lieu-là. On attend bien sûr d'avoir un volume conséquent pour réduire l'impact du transport. Et on peut transporter jusqu'à notre centre de lavage, laver, opérer, repaillettiser comme du verre neuf par exemple, et s'il en a besoin, et lui renvoyer en direct. Après, il y a d'autres boucles possibles. Bien, ce sur quoi on compte, c'est aussi le rôle du distributeur qui met en place via sa reverse logistique. Donc, il livre tous les jours des magasins pour les approvisionner en marchandises, pouvoir utiliser son retour du camion qui est vide avec son contenant sale pour pouvoir standardiser, mutualiser tous les contenants qui sont à laver sur un point régional. Oui. Question sanitaire là-dessus Il y a plusieurs boucles, il y a plusieurs camions qui passent chercher plusieurs choses. Donc il y a plein de boucles possibles. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour usage ou pour bric-à-brac? Moi j'avais une question par exemple pour Biocop, qu'est-ce que vous pouvez laver? Je n'imagine pas vraiment ce qui peut être lavé. Biocop, par exemple, qu'est-ce qu'on peut laver? Oui, pardon. Biocop a déjà pas mal de fournisseurs qui sont en réemploi, notamment sur les bouteilles. Ça peut être sur des bouteilles, on va dire de 75 centilitres, une bouteille de bière peut être employée. Ça peut être un bocal, un pot de confiture, un bocal, le petit pot pour bébé, par exemple, peut aussi être lavé et réemployé. Voilà. Tout type de contenant. Ça peut être du grand contenant, de grands pots de yaourt en vrac. En Allemagne, par exemple, il y a beaucoup de consignes déjà faites sur les pots de yaourt de 250 à 500 centilitres qui sont lavés pour être réemployés plutôt que cassés pour être transportés, puis refondus, puis retransportés jusqu'à l'industriel et encore une fois transportés. Avec un maillage territorial, on se rend compte que le verre, même s'il est lavé et qu'on consomme d'énergie pour le laver, on en consomme beaucoup moins que la collecte et tout ce que ça nous coûte, la collecte et le tri des déchets et au mieux le recyclage. Ouais. Une autre question dans la salle, oui? Oui, une question concernant, enfin deux questions plutôt. Est-ce qu'il y a une notion de standardisation des emballages du coup que vous acceptez pour pouvoir être distribués du coup à différentes entreprises, ou alors est-ce que tout est tracé, c'est-à-dire le pot de yaourt qui vient de telle entreprise est restitué à cette entreprise-là? Donc ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est une question de dimensionnement, parce que là vous êtes effectivement sur un dimensionnement très important pour pouvoir réduire au maximum les coûts. Et quand même 200 km, c'est pas rien. Et je suppose aussi qu'il y a une question de rentabilité pour une petite entreprise, par exemple, qui serait à 150 km de votre centre de lavage. Quelle quantité il faudrait qu'elle puisse avoir besoin de faire laver pour que ça soit
peut-être la question subsidiaire, c'est est-ce que votre solution peut être couplée à des solutions plus territorialisées dans plus petites places? Donc une première question sur vraiment est-ce qu'il y a besoin de standardiser finalement ce que vous lavez pour que ce soit intéressant pour vous? Est-ce que vous pouvez dispatcher selon les produits? Et pour une entreprise qui aurait envie qu'on collecte ses déchets, est-ce que pour elle, même à 150 km, c'est rentable? Et j'ai perdu la troisième. S'ils peuvent travailler avec du maillage plus territorial. Ouais, et est-ce que vous pouvez travailler avec un maillage plus local? Ouais. Notre volonté est d'implanter partout justement pour permettre ce maillage territorial. Je ne vous cache pas que la mutualisation fait aussi partie de nos objectifs, hein, pas que de nous, mais de réseaux consignes en général, qui cherchent à avoir des standards de bouteilles pour pouvoir avoir une bouteille, un contenant qui soit utilisable par plusieurs industriels. Si demain mon lait fabriqué en Normandie est consommé dans le sud de la France avec un contenant mutualisé, 1 litre fraîcheur standard par exemple, ça existe déjà, on a quelques standards. Il peut être lavé dans le sud et être utilisé pour faire un gazpacho qui sera peut-être consommé en Alsace et on refait autre chose. Ça, c'est clairement le schéma. C'est pour ça qu'on cherche une mutualisation. C'est qu'avec des standards, on peut récupérer le gisement sale, peut-être même sans consigne, en disant c'est un déchet actuellement, mais avec un déchet qui est standardisé, on peut le réutiliser, le laver et revendre un contenant sale. Ça, c'est une des boucles possibles. Avec un industriel qui a son contenant propre à lui, on va dire la bouteille de Ricard par exemple, on la reconnaît parce qu'elle a une forme de bouteille de Ricard. Celle-ci, on pourrait la laver et la refournir, bien sûr, que à Ricard. Donc là, on fait vraiment un lavage à façon, mais on peut faire un lavage mutualisé avec une redistribution du contenant là où il était consommé. C'est vraiment notre objectif de profiter aussi de... Il y a des travaux en cours par Réseau Consigne sur des standardisations, de définir les standards et préconiser ces standards dans l'industrie. Et on compte aussi, bien sûr, que ces standards puissent permettre plus de réemploi et encore plus rendre le réemploi compétitif. C'est pour ça que on pourrait se dire pourquoi Strasbourg et pas loin de Strasbourg. On est vraiment dans des lieux denses de population pour être au plus près du gisement sale, pouvoir le laver, le trier, le repalettiser et faire après les transports de contenants propres, plus longs, qui seraient du coup moins grave, on va dire, parce qu'actuellement, même le verre neuf vient parfois de très loin jusqu'à l'industrie. Donc, on peut déjà écarter le transport du verre neuf, étant donné que le transport du verre à usage unique fait déjà de grandes distances et est déjà très développé. Et pour répondre à la deuxième question, au niveau des volumes, je pense que toutes les entreprises ont un intérêt, parce qu'un petit producteur qui fait, on va dire, un petit brasseur indépendant peut avoir des coûts d'achat d'emballage qui sont très élevés. Et donc le lavage, d'un point de vue économique, va être plus rentable pour lui. Après, d'un point de vue écologique, là, bien sûr, il y a des organisations de tournée. S'il y a quelqu'un qui a 3 ou 4 palettes seulement de verre, ou 2-3 palettes de verre, ça peut être... on va optimiser la logistique et le transport avec un autre industriel qui aura besoin, peut-être, au même moment, d'un transport de contenants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans la salle? Oui. Est-ce que cette technologie de lavage, c'est prévu de la mettre à disposition de certains clients quand ils ont assez de volume chez eux? Ou est-ce que votre objectif, c'est de développer des centres de lavage mutualisés? Ouais, est-ce que la technologie pourrait être utilisée par les clients eux-mêmes ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce que ce soit dans vos centres mutualisés? Alors la vision de créer des gros centres de lavage est vraiment aussi pour réduire le coût, parce que c'est des investissements d'outils qui coûtent plusieurs millions d'euros. C'est justement pour éviter à chaque industriel de devoir faire ces investissements qu'on cherche à optimiser le lavage. De mutualiser le lavage, pardon. Et donc la logique de la mutualisation c'est pour éviter justement que chacun soit obligé d'installer une laveuse chez lui pour commencer à faire du réemploi. Comme certaines solutions, par exemple comme le grattage étiquette, tout est fait pour faciliter on a mis en place une gratteuse d'étiquette, c'est pour faciliter l'accès au réemploi à l'industriel. Si on attend que l'industriel change son étiquette et investisse dans une laveuse, il va mettre du temps à commencer à récolter ses bouteilles. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faciliter l'accès au réemploi aux industriels en disant récoltez vos contenants et on peut laver pour vous. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui. Le poids de l'accompagnement, notamment du marketing, enfin, il y a eu le marketing des clients. Le vin en Alsace a été longtemps sur du réemploi et il n'y a plus de réemploi ou très peu de réemploi, c'est anecdotique dans le vin.
ils ont eu des problèmes distiles bactériaux, mais il y a aussi tout l'aspect marketing. Quand ma bouteille m'appartient, qu'elle est unique, mon marketing en fait absolument ce qu'il veut. Si je commence à travailler sur du standard, il va falloir que je me différencie sur une pauvre petite étiquette qui, en plus, on va me demander qu'elle soit détachable. Je ne vais plus pouvoir faire un joli habillage de ma bouteille tout en plastique, etc., qui ne la rend même plus recyclable d'ailleurs. Comment est-ce que vous gérez ça dans l'accompagnement de vos clients ou de vos prospects? Comment vous faites pour accompagner vos clients qui n'auront plus ce mode de démarcation marketing si toutes les bouteilles sont standardisées? On se rend compte que les clients sont de moins en moins attachés à l'emballage. Les gens n'achètent plus un emballage. Si les gens se tournent vers le vrac, c'est qu'ils achètent vraiment maintenant un produit avant d'acheter un emballage. Donc ça, je pense que même les industriels se rendent compte qu'il y a moins d'intérêt à tout miser ou à investir beaucoup d'argent dans un emballage. Et c'est vrai, le vin était longtemps un secteur qui freinait des cas de fer pour le réemploi. Il y a plus de 1000 standards, plus de 1000 formats de bouteilles rien qu'en France. Et la difficulté, bien sûr, de remettre la main sur les bouteilles, parce que certaines bouteilles vont très loin. Mais là, au vu des surcoûts en énergie et du coût de la bouteille, on se rend compte que les discours changent et qu'avant, c'était vraiment « j'ai ma bouteille pour me démarquer et faire du profit en démarquant ma bouteille via un packaging différent ». Maintenant, on se rend compte que si je peux économiser de l'argent en ayant un emballage standardisé et que je peux m'assurer l'approvisionnement et la réutilisation, on oublie facilement, je pense, le côté marketing de l'emballage. Merci. J'en profite pour poser 2 questions qui viennent de nos auditeurs en ligne. Est-ce qu'il y a des projets d'usines alors dans d'autres villes en France, comme par exemple l'île Nantes, et puis quelqu'un qui aurait très envie d'avoir une usine dans les Vosges? Est-ce que c'est prévu? Alors les Vosges, je ne pense pas, parce que du coup, on n'est quand même pas dans un bassin de population. Donc, ça veut dire que même si on veut avoir un outil dimensionnant, on va devoir faire beaucoup de kilomètres pour ramener des contenants à laver jusque là-bas. Donc, ça serait dommage. Oui, dans les régions de Lille, on a prévu ensuite une implantation, je crois, 2024-2025, et région nantaise également, oui. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être dans la salle? Oui. Avec un autre système? Oui, un autre système qui utilise un système similaire pour faire les lavages. Ouais. Est-ce que vous avez des éléments de comparaison avec d'autres méthodes de lavage par rapport à votre propre méthode? Alors, ce qui est sûr, c'est que le lavage du contenant, parce que c'est souvent une question qu'on me pose, je vais déjà répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, mais le lavage est déjà consomme moins d'eau que de fabriquer du verre à usage unique, donc ça, il faut déjà le signaler. Le verre à usage unique consomme de l'eau dans sa fabrication. Et ensuite, oui, nos machines sont entièrement à énergie électrique et non à gaz. Donc actuellement déjà, ça évite de consommer du gaz pour laver du contenant. Et oui, on a des circuits fermés et des outils, comme je disais, dimensionnants, donc assez gros, qui nous permettent de laver beaucoup de contenants en même temps et éviter et du coup, par conséquent, réduisent la quantité d'eau par contenant lavé. Ouais. Mais je ne connais pas de système de lavage sans eau pour les contenants alimentaires, en tout cas. Merci. On a le temps pour une dernière question. Sinon, on va passer au mot de conclusion. C'est bon? Super. Il y a une question en ligne? Non? Oui, on a le temps de prendre une dernière question, du coup, qui était pour l'empreinte. Alors, l'empreinte, ouais, super. Est-ce que c'est possible de faire de l'éco-conception à l'aide de votre logiciel? Oui. Donc, c'est une question en ligne, c'est ça? Ok, donc oui, tout à fait. La plateforme se compose de 4 modules, dont un module éco-conception qu'on peut d'ores et déjà, pour lequel on peut utiliser pour faire des démos déjà. Super. Et du coup, Laurent, ne bougez pas. On va en profiter pour faire le petit mot de conclusion. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, chez Initiative Durable, notre motto, c'est on a tous une bonne raison d'agir. Et donc, pour conclure cet échange, on va proposer à chacun des pitchers de nous partager pour vous, quelle est votre bonne raison d'agir aujourd'hui? Et du coup, peut-être comment vous, demain, vous allez pouvoir aussi y contribuer, qui êtes dans la salle. Ok, en live.
Non, pour nous, je vais répondre sur notre raison d'être, qui est d'accompagner la réduction de l'empreinte environnementale de notre consommation. Ça commence pour nous par le secteur de la mode, mais je pense qu'au niveau de chacun, on est capable de faire un effort sur notre consommation, et ça commence déjà par bien regarder ce qu'on achète, quoi. Merci. Merci. Donc, un appel à utiliser la méthode de l'empreinte pour vos prochains achats. Non, pas forcément notre méthode, à nouveau, c'est une méthode standardisée pour toute l'Europe, mais il y a plein de marques qui font beaucoup de belles choses en utilisant des outils comme les nôtres pour afficher l'empreinte environnementale de ce qu'elles font. Donc c'est plutôt un appel à regarder ce que ces marques-là font. Merci beaucoup. Du coup, on va enchaîner avec Vivien. Un petit mot sur quelle est votre bonne raison d'agir chez Usage ? Nous, chez Usage, je tiendrais juste à rajouter qu'on fait du réemploi pour réduire notre quantité de déchets et en plus créer des emplois non délocalisables, contrairement à la fabrication de verre. Et donc, créer de l'emploi sur les territoires où on crée de l'emploi périn, durable, non délocalisable, en limitant notre production de déchets. Ouais. Merci beaucoup. Élise, avec Bric-à-Vrac. Nous, notre raison d'être est de limiter le gaspillage, que ce soit alimentaire ou de plastique, tout en favorisant donc le développement de la consommation auprès de publics qui ne sont pas sensibilisés, parce qu'on s'adresse aux GMS, donc des gens qui ne font pas attention en général au vrac ou aux emballages, qui regardent surtout le marketing. Merci. Marion, du coup, votre bonne raison d'agir ? Si on parle de raison d'être, nous, c'est développer des matériaux respectueux du vivant, mais en fait, raison d'agir, moi, je cherche plutôt de bonnes raisons de ne pas agir, et je pense que c'est complètement criminel de ne pas agir, donc je ne pense pas avoir besoin de justification d'agir. Merci. Du coup, Daniel, pour Green Phoenix. Merci, parce que c'est tout à fait vrai, ce que j'avais retenu aussi, c'est la bonne raison d'agir, c'est parce qu'il faut. Aujourd'hui, il n'est plus possible de maintenir les systèmes qui existent dans le monde, et donc ce que nous, on a compris en tant que jeunes entrepreneurs, il fallait créer une solution pour arrêter ces gâchis des ressources qui existent aujourd'hui. Merci beaucoup. Pardon, j'ai perdu. C'est très bien dit, merci, hein, clairement. Et j'ajoute juste la dimension du plaisir. Là-dedans, faut se faire plaisir, hein, absolument et avant tout, évidemment. C'est une bonne raison d'agir, merci. Et Clément est parti. Un petit mot, du coup, pour Arkeal ? Non ? Super, parfait. On a quelqu'un d'autre pour Arkeal, du coup ? Je ne suis pas Clément. Donc Clément a dû partir. Mais donc nous, chez Arkeal, notre bonne raison d'agir, ça serait se réapproprier nos biodéchets, l'énergie qu'on peut en faire, parce que ça suffit de gâcher toutes ces belles ressources qu'on pourrait retourner à notre planète ou juste chauffer nos salons avec notre peau de banane. Ça peut être sympa. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toutes les startups, merci à nos partenaires aussi avec qui on a construit la session. N'hésitez pas, du coup, on a un petit peu de temps à aller voir du coup toutes les startups, à aller leur poser d'autres questions, échanger des contacts, envisager des projets tous ensemble. En tout cas, déjà rien qu'entre eux, au début de la session, ils ont commencé à réseauter et il y a des beaux projets qui vont se construire. Donc merci à vous et au plaisir de vous accueillir très bientôt.